Donc, comme mon titre l'indique, je vais vous présenter la communauté des savoirs. Communauté des savoirs qui est pas un projet de recherche en soi, mais qui est vraiment une méthode qu'on a co-construite et qu'on est en train encore de co-construire à l'Institut au sein duquel je travaille. Donc, l'IUPL SSS, qu'est-ce que c'est? On parlait des acronymes dans le réseau de la santé. Je travaille dans le réseau de la santé depuis quelques mois, puis ça m'a assez troublée. C'est un langage particulier, surtout, en tout cas, petite anecdote, la première rencontre avec des gestionnaires de différentes directions cliniques, c'est assez étonnant. Tu sais, comme anthropologue, là, c'est intéressant de voir ce langage-là, ces acronymes-là. Puis quand on parle, justement, moi j'étais perdue, donc j'imagine les usagers, les patients qui siègent sur des comités avec des médecins gestionnaires et tout ça, là, c'est quand même assez impressionnant. Donc, l'Institut, donc on est un institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Brièvement, on est une désignation du ministère de la Santé et des services sociaux depuis 2015, depuis la réforme. Donc, on est un institut de recherche qui est au sein du CIUS de l'Estrichus, à Sherbrooke. Le contexte, en fait, dans le sein duquel s'inscrit notre projet Communauté des savoirs, en mai 2018, il y a un an, le ministère a sorti un cadre de référence sur le partenariat avec les usagers, les proches et la population et les acteurs santé et services sociaux. Même si on parle de collaboration, de partenariat, pour nous, ça va de soi, puis en soi, ce n'est pas du tout une innovation. Visiblement, pour le ministère, c'est une innovation. Donc, c'est le premier cadre de référence qui établit vraiment qu'est-ce que le partenariat entre les usagers et les acteurs en santé et services sociaux au niveau de la prestation des soins, donc au niveau des intervenants et les usagers et les proches, mais au niveau également de l'organisation des soins, toute la question de la gouvernance. Et également au CIUS de l'Estrichus, un camp de référence où l'approche qui est vraiment mise de l'avant, c'est agir pour et avec l'usager, ses proches et la population. Donc, nous, on a, on s'est dit, bon, il y a cette volonté-là de mettre de l'avant un réel partenariat, de faire de la place pour les usagers, pour les proches, de reconnaître leur savoir expérientiel, en fait, leur savoir par rapport à la maladie, leurs besoins et tout ça. Mais encore, comment on pourrait, tu sais, oui, il y a une espèce de momentum, mais au sein de l'Institut, comment on pourrait parler de partenariat, mais parler de partenariat un peu de façon différente. Les fondements, brièvement, là, je vais y aller avec quelques éléments, des fondements théoriques. L'approche de personnalisation des soins et services, c'est en fait au cœur de la programmation scientifique de l'Institut. Ce que ça dit, finalement, brièvement, il y a 3 dimensions, mais concrètement, c'est vraiment de développer une approche personnalisée, donc de répondre aux besoins des usagers et des proches, mais au cas par cas. Puis c'est ancré sur 3 dimensions, qui est la coproduction, la valorisation du savoir expérientiel et l'évaluation de la différence. L'évaluation de la différence, c'est en fait des effets. Est-ce que cette approche de personnalisation, est-ce que quand l'intervenant ou le professionnel de la santé travaille en collaboration avec l'usager et avec les proches, est-ce que ça fait réellement une différence sur la qualité des soins et est-ce que ça répond à leurs besoins? Et également, le croisement des savoirs. Le croisement des savoirs, c'est une approche qui est assez connue et reconnue, même dans le réseau de la santé et des services sociaux. On s'est appuyé sur la vision d'une organisation qui est ATD Carmonde, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, donc qui est une vision un peu plus militante, je dirais, du croisement des savoirs et de l'implication pour eux, c'est des acteurs, en fait, des citoyens qui sont en situation d'extrême pauvreté. Donc, le principe de base, c'est la mise en commun des savoirs de vie, donc des personnes en situation de grande pauvreté, avec, dans le fond, des savoirs académiques et des savoirs professionnels. Donc, il y a une volonté commune de changement, donc de devenir des acteurs de changement social et de briser les silos, puis de reconnaître la légitimité des savoirs de tout le monde et aussi la reconnaissance des rapports de pouvoir qui existent, justement, qu'on n'a pas tous le même espace pour faire valoir nos savoirs. La posture, qui est une posture qu'on adopte aussi, c'est que personne ne sait tout. Donc, le potentiel, d'enfant, de croire au potentiel de changement là,
et du potentiel de la plus-value d'être ensemble, de construire du savoir ensemble, la posture de dialogue et de réflexivité et de recul par rapport à son expérience de vie, son expérience professionnelle ou son expérience comme académicien ou comme scientifique. Voilà pour ça. Donc, au niveau du processus de la communauté des savoirs concrètement, la communauté des savoirs, en fait, ça fait environ, je dirais, un peu plus d'un an que l'idée a émergé au sein de l'Institut. L'Institut de recherche, puis je vais vous en parler un peu dans les acteurs, mais c'est pas, en fait, on n'a pas qu'un mandat recherche, on a un mandat de formation, d'enseignement et de transfert de connaissances. Donc, oui, il y a des chercheurs qui composent la majorité des acteurs de l'Institut, mais on a également des praticiens-chercheurs qui sont soit des intervenants de gestionnaires à différents niveaux là, dans les directions cliniques. Il y a également des usagers qui sont impliqués au sein de la gouvernance. Il y a un comité qui est la Force du Nous, qui est un comité d'usagers au sein de l'Institut. On a également des collaborateurs de milieu de pratique, donc qui sont principalement liés à des organismes communautaires. Et des étudiants également là, qui sont au sein de l'Institut. Donc, on s'est dit, bon, oui, on veut faire une communauté des savoirs, puis avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est cette communauté-là, puis comment on l'a construite, on s'est dit, bon, on va pas définir cette communauté-là, on va aller directement consulter tous les acteurs qui œuvrent au sein de l'Institut et nos partenaires à l'interne et à l'externe, pour leur demander comment est-ce qu'ils envisageraient une communauté des savoirs, qu'est-ce que ça pourrait être, quels moyens, quelles actions pourraient être mises en place pour la créer, cette communauté-là. Donc, on a fait des consultations et des ateliers de réflexion, 2 ateliers auprès des membres usagers du comité La Force du Nous. L'Assemblée annuelle de la recherche, c'est une assemblée, un peu comme une assemblée générale annuelle, où on regroupe tous nos membres et nos acteurs, donc différents acteurs ensemble, ce qui arrive pas souvent. En fait, là, qu'on a autant de gens qui sont ensemble à la même place en même temps, donc on s'est dit, on va profiter de cet espace-là pour les faire travailler. 2 ateliers auprès de l'équipe de recherche de l'Institut, dont je fais partie, et un atelier auprès des praticiens, chercheurs et des collaborateurs de milieu de pratique. Et on a fait également une observation participante à l'École d'été de travail social, notre directeur scientifique qui est Paul Morin, et également directeur de l'École de travail social. Puis actuellement, il y a un gros projet à l'École de travail social qui vise à intégrer les experts de vécu, donc des usagers dans la formation des étudiants en travail social. Puis cette école d'été-là était un peu un laboratoire, un pilote, où les experts de vécu et les étudiants de 2e cycle ont travaillé ensemble pendant environ une semaine et demie. Du matin jusqu'au soir, il y avait vraiment une immersion. Puis, pour justement parler de partenariat, de collaboration et tout ça, donc on a fait de l'observation participante l'été dernier. Alors, la communauté des savoirs, qu'est-ce que c'est? En fait, cette communauté-là, on la veut transversale. Je ne vous ai pas mis le schéma de l'Institut parce que c'est un petit peu complexe, mais bref, on a des axes de recherche qui sont justement verticales. On a des thématiques de recherche qui se veulent transversales. Bon, il y a une multitude d'acteurs qui gravitent autour de l'Institut, mais ce qu'on voudrait dans cette communauté-là, c'est une fluidité au niveau des rapports, donc qu'elle soit vraiment transversale à l'ensemble de l'Institut et même au dehors, parce qu'on a justement des liens avec les acteurs sur le terrain dans la communauté et au sein du CIUS qui sont en dehors de l'Institut en tant que tel. Donc, la définition la communauté des savoirs, en fait, c'est une mise en action de l'approche de personnalisation et du croisement des savoirs au sein de l'Institut. Donc, c'est une manière de faire, c'est des méthodes de travail qu'on peut mettre en place concrètement là, pour arriver à faire un réel partenariat entre les différents acteurs. C'est effectivement un regroupement d'acteurs parce qu'une communauté, je veux dire, il faut qu'il y ait des groupes, des organisations et des individus si on veut avoir une communauté. La notion de partenariat est très présente et la communauté des savoirs, ça vise à ce que les acteurs créent et construisent ensemble. Donc, au niveau des objectifs, en fait, ce qu'on veut, c'est développer, mettre en application des méthodes de travail partenariales qui permettent la fluidité des rapports entre les acteurs et également de produire des connaissances à valeur ajoutée. Donc, on fait le pari que finalement, quand on travaille en partenariat, quand les savoirs, donc savoirs expérientiels, professionnels et scientifiques, sont mis ensemble, il y a une plus-value. Donc, il y a une valeur ajoutée à travailler ensemble.
puis que ces connaissances-là, ben, ils vont répondre de façon, disons, plus adéquate aux besoins des usagers, des proches de la population, parce que c'est quand même notre mandat au sein du CIUS. Donc, la communauté des savoirs, ce qui est ressorti des consultations qu'on a fait, il y a différents aspects. Je dirais qu'il y a un aspect au niveau des principes et des valeurs. Donc, les gens nous ont ressorti des principes et des valeurs qui, pour eux, sont importantes pour faire communauté. Je dirais que le principe fondateur qui est ressorti, c'est la reconnaissance de la diversité. On n'est pas surpris parce que dans le concept de croisement des savoirs et la vision également d'Othélie Carmon, la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de la valeur des savoirs de l'autre est clairement importante. Et la reconnaissance est ressortie beaucoup des ateliers avec les usagers. Donc, au niveau du savoir expérientiel, qui dans leur expérience était souvent le plus malmené, je dirais, ou celui qui avait une moins grande reconnaissance. Au niveau des valeurs, on a des valeurs d'ouverture, d'humilité, d'écoute, de respect mutuel et de confiance. Et des principes autres que la reconnaissance. On a l'équité, évidemment, le décloisonnement des savoirs, l'inclusion sociale. Il y avait également la notion du temps qui est ressortie, parce que le temps dans cette organisation du travail-là, dans le réseau de la santé et des services sociaux, revient souvent. Donc, les variations dans le rapport au temps et même la recherche et l'intervention, c'est deux temps qui sont complètement différents, deux rythmes qui sont différents au niveau également des usagers, des citoyens. Donc, comment on fait pour comprendre le temps de l'autre et le respecter? C'est un enjeu qui est quand même assez important. Et également au niveau de la coproduction, là, donc de construire ensemble. Au niveau des concepts porteurs, ce qui est, en fait, on a, c'est pas des concepts qu'on a nécessairement théorisés, c'est vraiment, je dirais, des éléments qui sont ressortis des consultations puis qu'on a mis de l'avant comme important pour mettre en place la communauté des savoirs. La notion d'identité plurielle, cette notion-là, on la retrouve dans le camp de référence du ministère. Donc, le fait de dire, c'est pas parce que je suis, un chercheur, que je possède nécessairement que du savoir scientifique. Je peux avoir du savoir professionnel et également du savoir expérientiel. Je peux, et on a des exemples au sein de l'Institut de membres chercheurs qui ont une maladie chronique, donc qui ont un savoir d'expérience avec la maladie. Et vice-versa, les intervenants peuvent également avoir un savoir expérientiel, un savoir de proche aidant ou eux-mêmes par rapport à la maladie et avoir également du savoir qui est dit pratique professionnelle. Donc, ne pas nécessairement faire des catégories où usagers sont associés au savoir expérientiel. Les praticiens ou les cliniciens, les gestionnaires sont associés à un type de savoir et les chercheurs au savoir scientifique. L'informel organisé, c'est ressorti beaucoup des consultations. Les acteurs nous ont dit on a besoin de sortir des murs de l'hôpital. Donc, dans le partenariat, la notion d'informel, de plaisir, pour rendre les rapports plus fluides, de sortir de la structure, c'est quelque chose qui est important, qui a été mentionné, d'aller vers la communauté, d'aller faire des rencontres avec un partenaire directement dans cet organisme-là et non dans une salle du CIUS. C'est quelque chose qui est important, puis qui est pas... on en a parlé beaucoup, cette communauté-là, on la met en pratique tranquillement, il y a des actions qu'on a mises en place. Il y a des résistances. Justement, j'ai organisé un événement dernièrement de la part des gestionnaires qui sont souvent très... il y a une appartenance, pas à leur établissement, tout ça, puis les questions c'est aussi plus pratique pour eux dans la question de la gestion du temps de sortir, d'aller dans la communauté, d'aller dans des cafés. C'est très difficile pour eux d'imaginer ça. Et la confrontation sécuritaire des idées. Dans le croisement des savoirs, j'ai parlé de l'importance du dialogue. Dans le dialogue, comme on n'a pas nécessairement tous les mêmes, les mêmes besoins, et on n'est pas tous dans les mêmes logiques, qu'on soit usager ou praticien-chercheur ou chercheur, etc. Il y a assurément dans ces rencontres-là
je dirais, des tensions qui sont là. C'est important, je pense, de le nommer. C'est important quand on a mis sécuritaire, c'est dans les valeurs de respect de l'autre et de confiance. Donc oui, on peut ne pas être d'accord et assurément qu'on n'est pas nécessairement d'accord. Je pense que ça peut être sain d'avoir ces débats-là dans le dialogue, mais de le faire de façon sécuritaire. Au niveau des acteurs impliqués, j'ai déjà pas mal fait le tour. Dans le fond, au niveau de la communauté de savoir, ça regroupe vraiment une multitude d'acteurs, donc c'est un très grand défi. Au niveau des enjeux et limites, je dirais qu'au départ, on a fait, dans les consultations, on demandait aux gens aussi si dans leur propre posture à eux, ils voyaient des enjeux ou des limites à la réalisation de cette communauté des savoirs-là. Et nous, on est aussi confrontés dans la mise en application à plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu au niveau des termes et du sens que portent ces termes-là, particulièrement au niveau des usagers. On n'a pas, même dans la force du nous, ils ont amené un désir de changer. Tu sais, usager, on n'aime pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, usager? Pour nous, on ne se reconnaît pas dans l'usager. Il n'y a pas encore de terme, je dirais, qui est porteur de sens, qui a émergé. Bon, on a l'usager ressource, le patient partenaire, l'expert de véhicule, le citoyen, etc. On réfléchit quand même à ça. Qu'est-ce que le terme qui serait porteur de sens pour ces gens-là? L'accompagnement des usagers au sein de l'Institut, donc il y a une volonté d'implication des usagers, mais on se rend compte qu'on est confronté à nos propres limites de ressources humaines, de ressources financières, et également limites par rapport aux besoins des usagers, parce que on a des usagers qui sont en situation de vulnérabilité, donc qui ont quand même des fois la limite entre l'intervention entre le psychosocial et l'accompagnement comme coordonnatrice de recherche est assez floue. Donc, l'accompagnement des usagers et dans les usagers qui sont impliqués dans des projets de recherche au sein de la gouvernance, ça demande un accompagnement. Ça demande un accompagnement pour préparer les rencontres, pour faire des suivis et tout ça. Donc, on est confronté à notre incapacité de bien accompagner les usagers. La personne détentrice, donc leur savoir est enraciné dans un contexte organisationnel, culturel particulier. Il faut en tenir compte. Donc, la culture qui est différente d'un acteur à l'autre, le partage des savoirs et du pouvoir, la place des savoirs expérientiels, la reconnaissance de l'implication des usagers, des citoyens, la notion de compensation financière, c'est en fait un enjeu qui a été soulevé dans la construction de la communauté des savoirs, où on veut compenser les usagers pour leur implication à différents niveaux. Puis on s'est rendu compte que, bref, on a des usagers qui sont prestataires d'aide sociale, donc qui vivent de l'inquiétude et de l'anxiété par rapport aux compensations financières et aux fluctuations sur leurs revenus. C'est un enjeu qui a émergé. Et la libération des intervenants et des gestionnaires, qui est également un enjeu à leur participation dans cette communauté-là, parce que, dans le fond, les intervenants et gestionnaires sont, dépendamment des équipes, c'est variable. Des fois, ils sont libérés sur leur temps de travail pour venir participer à l'Institut et dans la communauté des savoirs, et d'autres fois, ben, ce n'est juste pas possible parce qu'ils ont une surcharge de travail. Brièvement, en fait, je voulais juste vous donner un exemple de mise en action. On est en train de rédiger un plan d'action avec des actions et des stratégies pour mettre en œuvre la communauté des savoirs. Puis, ce qui a émergé des consultations et de nos réflexions, c'est qu'en fait, oui, on veut faire communauté ensemble, mais c'est pas vrai qu'on a tous les compétences pour faire un réel partenariat. Comment on aborde ça? Donc, on est en train de construire une formation. Les objectifs, c'est justement de faire adhérer les gens à la vision de la communauté des savoirs et qui deviennent des acteurs de changement. Donc, on fait un peu le pari qu'ils soient des contaminateurs dans leur milieu. Je vais rapidement là-dessus. Et dans la formation, on s'est dit, si on veut faire une formation pour être cohérent, on va faire une petite communauté des savoirs, donc notre groupe de travail. Et on ne le voit pas très bien, il y a 3 usagers qui sont sur notre groupe de travail de construction de la formation, une chercheure, 2 praticiens-chercheurs, une professionnelle qui est moi-même, un étudiant et une consultante en formation. Le rôle des usagers dans le groupe de travail, c'est vraiment de mettre de l'avant les savoirs acquis en lien avec leur expérience dans les soins de santé et services sociaux. Et au même titre que les autres acteurs, décider des orientations que va prendre la formation, puis permettre de conserver un ancrage concernant leur réalité, parce qu'au final, notre mandat, c'est quand même d'améliorer la qualité des soins et des services aux usagers. Donc, d'avoir toujours cette espèce de sonnette-là. Donc, on a
2 blocs de 3 heures. Donc, un bloc qui serait plus d'information, de travail sur les préjugés, les représentations sociales. Une pause entre les deux pour avoir un recul un peu réflexif sur sa pratique. Et un bloc 2 là, de travail en collaboration. Et il me reste 0 minute. Donc, pour les conditions gagnantes, rapidement, justement, on a de cibler les bonnes personnes qui vont faire partie de la formation, d'avoir une bonne représentativité, de former le formateur aussi. Ça, c'est quelque chose, un enjeu qui a émergé quand on a construit la formation. On s'est dit, OK, mais ça ne veut pas dire comment on fait pour former les gens à faire communauté. Nous aussi, il faut se former. Donc, ça rajoute dans les éléments là, de travail pour la formation. Et voilà.